Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce matin pour ce webinaire entreprise, donc dédié évidemment au sujet de la retraite, actualité brûlante ces derniers temps. Donc je suis Frédéric Amirati, responsable du domaine conseil retraite au sein d'Audience. Je suis accompagné de Virginie Casanova qui pourra répondre à vos questions que nous vous invitons à poser dans le fil de conversation directement. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, donc on pourra vous envoyer l'enregistrement et bien évidemment, nous pourrons également vous adresser le support de présentation que nous allons utiliser ce matin. Voilà. Donc, pour toutes vos questions, n'hésitez pas à le mettre dans le fil de conversation, ce sera le plus simple. Et, soit Virginie vous répondra directement, soit si vraiment une question importante qui concerne tout le monde, elle m'interpellera et je vous répondrai directement à l'oral. Voilà. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vais commencer le partage du document et nous allons pouvoir démarrer cette vision retraite en direct. Voilà. Alors, bon, donc, je vous rappelle que nous, le groupe Audience, on s'inscrit donc au sein de l'Alliance professionnelle, qui regroupe les caisses à vocation professionnelle dépendant de l'AGRQ et l'ARCO, et que nous sommes bien évidemment dédiés à vos professions, donc les métiers de l'audiovisuel, de la presse, du spectacle, de la communication, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est juste pour resituer un petit peu le système. Alors, je vous ferai un bref rappel de ce qui se passe donc, sur les chiffres un petit peu sur la retraite en France, mais je vais aller très vite sur cette partie-là. Ensuite, évidemment, on attaquera le régime de base de l'assurance retraite, où là, ce sera un petit peu plus dense. On parlera bien évidemment du régime complémentaire AGIRC-ARCO. On verra qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fin de carrière, et on abordera en particulier les sujets de la retraite progressive et du cumul emploi-retraite. Et puis, on a différents services qu'on peut vous proposer pour accompagner aussi bien vous, comme ce matin, mais aussi vos salariés. On détaillera en fin de présentation. Alors, bon, quelques chiffres rapides pour la retraite en France, mais je vais aller très vite là-dessus. Donc, voilà, c'est 17 millions de retraités à l'heure actuelle, c'est 370 milliards d'euros, donc c'est pas anodin quand même. À l'heure actuelle, on a un cotisant 77 par retraité, donc entre guillemets, c'est assez pauvre, assez faible, d'où les problématiques de financement des régimes, bien évidemment. Et puis, pour rappel, on a quand même près de 42 régimes de retraite en France, différents en fonction des différents statuts. Voilà. Le grand principe, bien évidemment, des régimes de retraite obligatoires, aussi bien les différents régimes de base que les régimes complémentaires, bien sûr, c'est que ces régimes fonctionnent par le principe de la répartition, le principe de solidarité. Donc, les cotisations qui vous sont prélevées à vous, à vos salariés, etc., alimentent directement les institutions de retraite pour verser directement des allocations aux retraités. Voilà, ce n'est pas de l'argent qui dort quelque part ou qui fait ce genre de choses. Voilà. Et donc, entre guillemets, on va dire qu'il y a 3 niveaux de retraite en France. On a donc tout ce qui va être régime de base, ensuite les régimes complémentaires, et on peut avoir éventuellement des retraites supplémentaires, sachant bien évidemment que régime de base et retraite complémentaire, les deux sont obligatoires. On ne peut pas y échapper dès lors qu'on travaille, alors que la retraite supplémentaire, elle est évidemment facultative. Elle peut être collective, décidée au sein d'une entreprise, ou effectivement individuelle par l'intermédiaire, par exemple, des plans d'épargne de retraite ou autres. Voilà, mais donc, on est bien d'accord que finalement, c'est les régimes obligatoires qui vont représenter la grande majorité des montants des retraites versées, puisque vous voyez que l'épargne retraite individuelle ou collective ne représente que 2,3% des montants des retraites. On est quand même sur quelque chose d'assez encore marginal. Voilà, bon là, je vous regarderai ça en détail parce que ce n'est pas forcément très clair sur le support. C'est l'historique des dates de création des différents régimes, mais ce n'est pas le plus important. Alors, on va attaquer tout de suite le dur, si je puis dire, en commençant par le régime de base de sécurité sociale. Alors,
au régime de base, vous le savez, hein, tous, j'imagine, on a cette fameuse acquisition de trimestres qu'on va pouvoir valider tout au long de sa carrière avec des types de trimestres différents en fonction de leur origine. Est-ce que ce sont des trimestres qui sont issus de mon activité professionnelle ou est-ce que ce sont des trimestres qui sont issus de périodes d'inactivité? Alors, pour les trimestres issus de l'activité professionnelle, qu'on appelle les trimestres cotisés, en fait, ces trimestres-là, ils sont non pas calculés par rapport à la durée d'activité professionnelle, mais ils sont calculés par rapport à un montant de cotisation. Et en fait, ils sont indexés sur 150 fois le SMIC horaire. Donc, avec un SMIC horaire en janvier 2026 à un peu plus de 12 euros, eh bien, ça veut dire que pour acquérir un trimestre cotisé, il me faut avoir l'équivalent de 1800 euros, 1803 euros si on veut être précis, brut de rémunération. Et dès lors que j'atteins, au moins sur un mois ou 2 mois, ces 1803 euros brut de rémunération, j'aurai un trimestre cotisé. Donc, vous voyez que pour 4 trimestres, il nous faut une rémunération brute de 7 212 euros. Ça veut dire que si en cumulant quelques mois d'activité, j'arrive à ces 7 212 euros, même si ça n'est que sur 4 ou 5 mois d'activité, eh bien, j'aurai mes 4 trimestres cotisés dans l'année. Voilà. Donc, c'est pour ça que sur certains relevés, on peut avoir des fois pour des jobs d'été où on a travaillé que 1 ou 2 mois, 1 ou 2 trimestres. C'est parce que le lien se fait toujours par rapport à un montant de rémunération et non pas par rapport à une durée d'activité. Il y a une exception à cette règle financière, c'est l'année du départ à la retraite, où là, on va vous demander effectivement de réaliser de façon calendaire le nombre de trimestres. C'est-à-dire que si, par exemple, il me manque 2 trimestres avant de pouvoir prendre ma retraite, on pourrait se dire, bon, du coup, il me faut 3 606 euros bruts. Si je touche 2 000 euros bruts de salaire, en 2 mois, je les ai, et donc ça veut dire que je pourrais prendre ma retraite au 1er mars, par exemple, avec le salaire de janvier et de février, j'aurai ces 2 trimestres cotisés. Eh bien là, malheureusement, ça ne marche pas. L'assurance retraite va nous demander d'attendre le 1er juillet et d'avoir effectivement réalisé les 2 trimestres calendaires pour pouvoir partir à la retraite. Voilà, c'est pour ça que les 4 grosses dates, les 4 grosses échéances de départ à la retraite dans l'année, eh bien, c'est 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre, à échéance des trimestres civils qui vont correspondre à cette durée. Voilà, ça, c'est pour toute la partie des trimestres qu'on acquiert par l'intermédiaire de son activité professionnelle. Quand je suis en inactivité, eh bien, là, l'assurance retraite va me donner des trimestres qu'on appelle assimilés, et qui, eux, pour le coup, ne pourront pas être indexés par rapport à un certain niveau de rémunération, puisque je ne perçois pas de salaire, je ne perçois pas, il n'y a pas de cotisation. Je perçois en général des indemnités, soit de maladie ou de chômage ou autre. Et là, vous voyez qu'on a des notions de durée aussi un petit peu particulières, puisque par exemple, pour les périodes de chômage, eh bien, quand je suis indemnisé par France Travail pendant 50 jours, je vais avoir un trimestre. Et on pourrait donc se retrouver dans une situation où finalement je vais travailler par exemple 6 mois de l'année, mais j'aurai en 6 mois d'activité plus de 7 212 euros bruts de rémunération en 2026 et donc mes 4 trimestres cotisés. Derrière, je suis indemnisé par France Travail parce que j'ai subi un licenciement et par exemple France Travail va m'indemniser pendant 100 jours, donc j'aurai entre guillemets 2 trimestres assimilés au titre de la période d'assurance maladie. Eh bien, malheureusement, pour la sécurité sociale, ça ne fait pas 4 plus 2, 6 trimestres cette année-là, puisque dans tous les cas de figure, on ne peut pas avoir plus de 4 trimestres par an, par année civile, évidemment. Et donc, si je suis dans une situation où j'ai déjà mes 4 trimestres cotisés par rapport à mon activité, mais que derrière, j'ai quand même des trimestres au titre d'une période de maladie ou de chômage ou autre, en fait, ces trimestres assimilés, ils ne vont, entre guillemets, servir à pas grand-chose. C'est comme s'ils n'existaient pas. Voilà. Alors, vous savez aussi qu'on a des majorations de trimestres quand on a éduqué un enfant handicapé, quand on a un adulte handicapé à charge, les fameux aussi trimestres validés au titre des anciens stages de formation professionnelle qui ont été inclus dans la réforme de 2023, donc les TUC, les stages en entreprise dits plan barre, etc. Voilà, donc tout ça, ce sont des périodes qui peuvent me donner des majorations de trimestres au titre des trimestres assimilés.
Et on a aussi, bien sûr, le cas le plus fréquent, c'est la majoration de ce nombre de trimestres par rapport aux enfants que l'on a eus. Alors, là, on va détailler un petit peu plus, puisque c'est évidemment le plus fréquent de majoration de trimestres qu'on peut rencontrer, et il y a quand même quelques petites subtilités, quelques petites différences au fur et à mesure des périodes. Alors, chaque enfant représente un quota de 8 trimestres. Alors, je sais que c'est un peu dur de l'annoncer comme ça, mais voilà, un enfant, quand il naît, il représente une majoration possible de trimestres de 8. Alors, ces 8 trimestres, ils se découpent en fait en deux parties. On a 4 trimestres qui vont être liés directement à la maternité ou à l'adoption de l'enfant, et on a 4 trimestres qui sont liés à l'éducation de l'enfant. Alors, pour tous les enfants qui seraient nés ou qui auraient été adoptés avant le 1er janvier 2010, bien là, en fait, on ne se pose pas la question. Ces 8 trimestres de majoration vont obligatoirement à la mère. Voilà. Les enfants nés avant le 1er janvier 2010, le père ne pouvait récupérer aucun de ces trimestres. Pour les enfants qui, eux, seraient nés après le 1er janvier 2010, on a toujours cette scission entre les trimestres de maternité ou d'adoption et les trimestres d'éducation. Mais là, il y a une petite différence, c'est que bien évidemment, les trimestres liés à la maternité vont obligatoirement à la mère, mais les trimestres d'éducation, eux, ils peuvent être répartis entre les deux parents. C'est-à-dire que le père peut maintenant récupérer 2 trimestres liés à l'éducation de son enfant. Donc ça veut dire que sur ce quota de 8 trimestres, eh bien, on en a 6 qui vont obligatoirement aller à la mère et 2 qui peuvent éventuellement aller au père. Le petit piège, parce que nous, par expérience, on voit bien que finalement, les 8 trimestres quasiment vont systématiquement à la mère. Pourquoi? Parce que le petit piège, c'est que pour que le père puisse récupérer ces 2 trimestres liés à l'éducation de l'enfant, il faut qu'il en fasse la demande dans un moment très précis qui se situe entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant, ou dans les 6 mois qui suivent la date de l'adoption. Voilà, donc ce n'est pas quand on part à la retraite, ce n'est pas à la naissance de l'enfant, ce n'est pas sur des éléments où on pourrait finalement avoir une forme d'indice, de dire ah bah là c'est le moment de récupérer ces trimestres-là. Non, l'assurance retraite demande au père de se manifester entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant et de dire bah, finalement j'ai l'accord de la mère, parce qu'il lui faudra aussi l'accord de la mère, mais j'ai ces éléments-là qui me permettent de récupérer 2 trimestres liés à l'éducation de l'enfant. Donc voilà le cas de figure, et c'est pour ça qu'évidemment, on a très peu de pères qui ont cette information et qui donc pensent à faire cette demande de trimestre, de récupérer les 2 trimestres liés à l'éducation de l'enfant dans ce laps de temps imparti, et à partir du moment où ils ne l'ont pas fait, eh bien d'office, les 8 trimestres vont aussi à la mère de l'enfant. Voilà. Alors, je vois qu'il y a la question, et je vais éviter à Virginie d'y répondre. La demande, en fait, c'est assez simple. Sur le site de l'assurance retraite, dans les formulaires que vous pouvez télécharger directement depuis votre espace personnel, on a le formulaire de demande de répartition des trimestres. Voilà. Donc, si effectivement, vous avez vous-même des jeunes enfants ou autour de vous des personnes qui ont encore des jeunes enfants, eh bien, voilà, il faut qu'ils téléchargent cette attestation, ce formulaire, où chaque parent va dire, ben voilà, moi j'accepte, voilà comment on fait la répartition, etc. Donc vous téléchargez directement. Virginie vient de vous mettre directement en lien le site de l'assurance retraite, voilà, sur lequel vous pourrez récupérer ce formulaire à télécharger. Alors, on va maintenant aussi attaquer une notion très importante, qui est cette notion d'âge légal et de départ à la retraite à taux plein. Alors, la dernière réforme, celle de 2023, elle avait donc déjà, vous le savez, décalé progressivement l'âge légal de départ à la retraite pour le porter finalement à 64 ans pour tous les gens nés à partir de 1968. Dans le même temps, pour l'acquisition de ces trimestres, de ce décalage de l'âge légal, on avait aussi une augmentation rapide du nombre de trimestres qui étaient requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Et donc, par exemple, si j'étais né en 1965, j'avais droit à ma retraite à taux plein, a priori, enfin, au plus tôt à 63 ans et 3 mois, c'était mon âge légal, et je pouvais prétendre à cette retraite à taux plein si j'avais, à cette date-là,
les 172 trimestres requis. Et finalement, la seule chose qui n'avait pas été modifiée dans cette réforme-là, c'est ce qu'on appelle l'âge du taux plein automatique ou l'âge du taux plein sans condition, qui était resté fixé à 67 ans. Ça veut dire qu'à 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres que j'ai acquis dans ma carrière, j'ai de toute façon droit à ma retraite à taux plein. Et on verra tout à l'heure avec le calcul de la retraite sécurité sociale, ce que veut dire exactement avoir cette retraite à taux plein. Voilà, une retraite sans décote, on verra comment ça se traduit dans le calcul. Donc ça, c'est ce qu'on avait mis en place après la réforme de 2023, avec ce décalage. Donc, vous le savez, bien évidemment, la loi de finances de sécurité sociale de 2026 a donc porté une suspension de cette réforme des retraites, en tout cas concernant l'âge légal. Alors, quand on dit suspension, hein, c'est un petit peu trompeur, puisque les gens ont imaginé au départ qu'on allait revenir à un âge légal à 62 ans, etc. En fait, ce n'est pas ça. Ce qui a été suspendu, c'est l'augmentation progressive du nombre de l'âge légal et du nombre de trimestres. Et donc, on a un nouveau découpage sur différentes promotions, avec en particulier une scission importante sur la génération 1965, avec d'un côté les gens qui sont nés entre janvier et mars, et ensuite les personnes qui sont nées sur le reste de l'année. Et donc, on a un léger raccourcissement de l'âge légal, voilà, et un abaissement du nombre de trimestres requis. Et donc, voilà, les promotions concernées, donc de 64 à 68, elles gagnent en général 3 mois sur leur âge légal, sauf pour cette fameuse partie de janvier à mars 65 qui elle, gagne 6 mois. Et on a un abaissement léger, très léger quand même, il faut bien le reconnaître, hein, d'environ un trimestre pour les personnes nées en 64, 65 là-dessus, et surtout pour les personnes toujours nées entre janvier et mars 65, qui, elles, voient cet abaissement de 6 trimestres. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'a emporté la suspension de la réforme. Ça ne va pas changer radicalement la donne, hein, vous l'avez bien compris. On va dire que schématiquement, les gens nés entre 64 et 68, ils peuvent gagner éventuellement 3 mois sur leur âge légal et vont avoir éventuellement un petit peu moins de trimestres à réaliser pour les 64-65. Voilà. Ça, c'est par rapport à l'âge légal, sur le départ classique. La différence aussi, enfin, un autre élément très important, bien sûr, qui est aussi impacté par cette suspension des réformes, c'est le... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser que, évidemment, ce sera mis en place à partir du 1er septembre 2026. Donc, si une personne a une date de départ avant le 1er septembre 2026, les conditions ne changent pas. Il n'y a que pour les retraites qui démarreront au 1er septembre 2026 que cette modification entrera en vigueur. Et donc, je vous le disais, le deuxième cas de figure qui est impacté par cette suspension de la réforme, c'est le départ au titre des carrières longues. Voilà. Alors là, on va repréciser un petit peu ce qu'il en est de ce dispositif carrière longue pour que les choses soient vraiment bien claires. Alors, le départ au titre des carrières longues, il y a 2 conditions principales. La première, c'est qu'il faut avoir commencé à travailler jeune. Donc là, on a 4 bornes d'âge qui servent de référence, donc 16 ans, 18 ans, 20 ans et 21 ans. Et il faut que sur l'année de ces 16, 18, 20 ou 21 ans d'une personne, elle ait validé au moins 5 trimestres au cours de cette année-là. Voilà. Vous vous en souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que on ne pouvait pas avoir plus de 4 trimestres par an validés auprès du régime de base de sécurité sociale. Donc, pour avoir 5 trimestres l'année de mes 16 ans ou de mes 18 ans, ça veut dire que j'ai commencé à travailler à 15 ou à 17. Voilà. De ce fait, il y a une petite tolérance pour les gens qui sont nés en fin d'année, en octobre, novembre ou décembre. Ces personnes-là, on ne va pas leur demander d'avoir 5 trimestres de valider l'année des 16, 18, 20 ou 21 ans, mais on va leur demander uniquement d'avoir 4 trimestres. Parce que, évidemment, c'est plus difficile pour quelqu'un qui est né en fin d'année d'avoir commencé à travailler à 15, 17, 19 ou 20, etc. Et donc, ces personnes-là, l'assurance retraite a accepté de ne leur valider, de ne prendre en compte que 4 trimestres pour ouvrir les droits à carrière.
Donc ça, c'est la première condition, celle qui permet de justifier qu'on a commencé jeune à travailler. La deuxième condition, c'est qu'il faut avoir une certaine durée d'assurance, un certain nombre de trimestres cotisés. Donc vous vous souvenez que les trimestres cotisés, ce sont ceux qui sont issus de mon activité professionnelle. Donc schématiquement, les carrières longues, en fait, c'est la traduction d'une personne qui aurait commencé à travailler jeune et que finalement ne se serait quasiment jamais arrêtée. Puisque, comme il faut une certaine durée d'assurance en termes de trimestres cotisés, entre guillemets, ce ne sont que ceux issus de l'activité professionnelle qui comptent. Alors, le législateur a quand même, entre guillemets, assimilé certains trimestres qui sont considérés comme réputés cotisés. C'est-à-dire qu'on va avoir le droit de rajouter, par exemple, 4 trimestres au titre du chômage indemnisé, 4 trimestres au titre de la maladie, 2 les trimestres liés au service national, etc. Donc ça, c'est des trimestres qu'on va considérer dans cette limite de 4 comme réputés cotisés et qu'on va pouvoir rajouter. Mais si, par exemple, malheureusement, j'ai connu une période de chômage de 3 ans, sur 3 années civiles, bien sûr, ces 3 années de chômage, finalement, il n'y en a qu'une qui va être comptabilisée au titre des carrières longues. Voilà. Et donc, typiquement, les trimestres que je peux avoir au titre de la majoration d'enfants, dont on a parlé tout à l'heure, les fameux 8 trimestres, ou les trimestres rachetés après 2008, ou les trimestres liés à l'assurance vieillesse des parents au foyer, eh bien, ces trimestres-là ne sont pas considérés comme réputés cotisés et ne rentrent pas dans les trimestres pris en compte au titre des carrières longues. Donc vraiment, si on veut schématiser, la carrière longue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est j'ai commencé jeune et je ne me suis jamais arrêté. J'ai, entre guillemets, le droit à quelques petits accidents de parcours, mais quand même relativement courts. Voilà. Et donc, la suspension de la réforme de retraite, non seulement elle va avoir un impact sur les âges de départ au titre des carrières longues, qu'on va voir juste après, mais elle a quand même ouvert aussi une toute petite tolérance sur les trimestres réputés cotisés, puisque dans ces fameux 8 trimestres de majoration qu'on a au titre des enfants, eh bien, du coup, pour les enfants qui seraient nés à partir du 1er juillet 2026, c'est quand même assez restrictif, hein, on pourrait avoir 2 trimestres sur les 8 qui seraient pris en compte en titre des trimestres réputés cotisés et donc pris en compte pour le départ au titre des carrières longues. Voilà. Toujours pareil, hein, l'ensemble de ces règles s'appliqueront à partir du 1er septembre et on est toujours en attente de parution des décrets. Hein. Là, on parle de ce qui a été voté dans la loi de finances, mais on n'a pas encore les décrets d'application par rapport à ces éléments. Ouais. Alors, du coup, le départ au titre des carrières longues, on l'a dit, hein, il y a 4 bornes d'âge qu'on va regarder, sur lesquelles il faut avoir ces 4 ou ces 5 trimestres de validés. Et donc, en fonction de l'année de naissance, on a un âge de départ possible avec un nombre de trimestres requis différent. Donc, par exemple, quand quelqu'un a ses 4 ou ses 5 trimestres l'année des 16 ans, eh bien, ça lui ouvre un départ possible au titre des carrières longues à 58 ans, sous réserve qu'à cet âge-là, il ait au moins 160, enfin, en fonction de son année de naissance, entre 169 et 172 trimestres cotisés ou réputés cotisés, validés auprès du régime général de sécurité sociale. Pour ceux qui auraient les 4 ou les 5 trimestres l'année des 18 ans, le départ, du coup, à ce moment-là, est offert à partir de 60 ans, avec toujours le même nombre de trimestres en référence. Pour le cas qui est le plus fréquent, celui qu'on rencontre maintenant le plus souvent, des personnes qui auraient ces fameux 5 trimestres l'année des 20 ans, eh bien vous voyez que là, on est adossé sur l'évolution progressive de l'âge légal, un petit peu comme dans le cadre du départ initial là-dessus, avec donc un décalage progressif entre 60 et 62 ans, puisque l'idée c'était d'avoir un départ 2 ans avant l'âge légal. Et enfin, pour les personnes qui auraient les 5 trimestres l'année des 21 ans, ça ouvre un départ possible anticipé à 63 ans. Alors, vous voyez qu'on avait au départ que les promotions nées à partir de 1965 qui étaient concernées par cette possibilité de départ quand on a les 5 trimestres l'année des 21 ans. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans la précédente réforme, l'âge légal pour les personnes nées en 1964 et avant
avait été porté de toute façon à 63 ans. Donc là, il n'y avait pas d'intérêt à avoir un départ anticipé. Il n'y avait que pour les gens nés à partir de 1965 qui avaient un âge légal à 63 ans et 3 mois, où là, pour le coup, on pouvait gagner 3 mois si on avait ces 5 trimestres l'année des 21 ans et être en carrière longue à partir de 63 ans. Voilà. Donc la suspension des réformes, elle vient là aussi modifier un petit peu ça. Alors, elle ne modifie en rien les cas de figure des gens qui ont les 5 trimestres l'année des 16 ans, puisque là, on est toujours sur un départ à 58 ans et c'est relativement court. Elle ne va pas modifier les conditions pour les gens qui ont les 5 trimestres l'année des 18 ans ou l'année des 21 ans, puisque ça, c'est des dispositifs qui n'existaient pas avant la réforme. Hein. Avant la réforme, les carrières longues, on n'avait que les bornes d'âge 16 et 20 ans. C'est la réforme de 2023 qui a apporté les possibilités de départ pour les gens qui avaient ces 5 trimestres l'année des 18 et l'année des 20 ans. Et donc, finalement, il n'y a que les personnes qui ont les 5 trimestres l'année des 20 ans, qui étaient donc déjà existants avant la réforme, qui sont concernées. Et on a le même découpage pour la promotion 65, avec les gens qui sont nés entre janvier et mars, et les gens qui sont nés à partir d'avril. Et donc, eh bien là aussi, on a ce même raccourcissement de 3 mois pour la grande majorité et de 6 mois pour les janvier-mars 65 sur l'âge de départ possible au titre des carrières longues, avec le même raccourcissement des trimestres qu'on leur propose, surtout donc toujours sur les promotions 64 et 65, puisque vous voyez qu'à partir de 66, on reste sur cette demande de 172 trimestres cotisés pour pouvoir droit à une retraite anticipée au titre des carrières. Donc vous voyez que finalement, en termes d'âge de départ, aussi bien sur l'âge légal que sur le départ au titre des carrières longues, finalement, cette suspension des réformes, elle a fait beaucoup de bruit pour finalement pas grand-chose, puisque grosso modo, voilà, les gens ont gagné au maximum 3 mois et encore sur des promotions extrêmement ciblées. Même chose, là aussi, nous sommes toujours en attente de la parution des décrets. Alors, juste pour rappel, il existe d'autres types de départs anticipés qui, eux, n'ont absolument pas été concernés par la suspension de la réforme. C'est le départ au titre du handicap, donc pour les personnes qui ont travaillé en situation de handicap, voilà, avec un départ possible à 55 ans. Les personnes qui seraient reconnues inaptes au travail ou qui percevraient une pension d'invalidité qui ont un départ possible à 62 ans. Voilà. Bon, là, on vous a remis les quelques cas de dispositifs de retraite anticipés avec la pénibilité, etc., et ainsi de suite. Mais bon, ça, je vous laisserai regarder à tête reposée, puisque comme je vous le disais, on vous enverra donc ce support dans les jours qui viennent et vous pourrez reprendre ça tranquillement. C'est des choses qui, de toute façon, n'ont pas été modifiées, donc qui restent exactement en l'état de ce qu'elles étaient suite à la réforme de 2023. Alors, toujours dans le cadre du régime de base, on va donc maintenant passer à un élément quand même qui est relativement important, c'est le mode de calcul de la retraite sécurité sociale. Voilà. Et donc, excusez-moi, il y a un petit problème d'affichage, mais ce n'est pas grave, ça ne va pas nous empêcher. Alors, premier élément que l'assurance retraite va prendre en compte, c'est le calcul sur la moyenne des 25 meilleures années de salaire. Donc, quand on dit la moyenne des 25 meilleures années de salaire, je vous rappelle qu'à la sécurité sociale, les rémunérations sont plafonnées. Donc, par exemple, ça, je pense que vous le savez aussi, mais le plafond de sécurité sociale de 2026 a été porté à 48 060 €. Ça veut dire que pour la retraite, si j'ai la chance d'avoir une rémunération qui dépasse le plafond annuel de sécurité sociale, eh bien, l'assurance retraite va se limiter à hauteur du plafond pour faire le calcul de ma retraite. Donc, elle va appliquer ce plafond toutes les années passées. Par exemple, quand on est passé à l'euro en 2002, le plafond annuel de sécurité sociale, c'était 28 224 €. Ça veut dire que cette année-là, même si je gagnais déjà très bien ma vie et que j'avais une belle rémunération, eh bien, cette année qui serait prise en compte dans les 25 meilleurs pour un départ là en 2025-2026, eh bien, ce montant serait limité. Donc, on est toujours dans la limite du plafond annuel de sécurité sociale. La sécurité sociale va donc revaloriser toutes ces années de salaire, puisqu'elle sait très bien qu'une rémunération d'il y a 20 ans n'a pas la même valeur qu'aujourd'hui, donc il y a des coefficients de revalorisation. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est
plafonnée et revalorisée. Et ensuite, elle va chercher les 25 meilleurs, pas forcément les 25 dernières, mais bien les 25 meilleurs plafonds revalorisés et plafonnés, et elle va en faire la moyenne. Et donc, c'est ce qui servira à calculer le revenu annuel moyen qui va servir au calcul de la retraite. Une fois qu'elle a ce revenu annuel moyen, elle va lui appliquer un taux de liquidation. Et c'est de l'application de ce taux qu'on a l'appellation d'une retraite à taux plein. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que la sécurité sociale va vous appliquer le taux maximum, et le taux maximum à la Sécu, c'est 50%. Voilà. Donc, au mieux, je vais percevoir 50% de la moyenne de mon revenu annuel moyen. Voilà, de la moyenne de mes 25 meilleures années. Et ensuite, la sécurité sociale va quand même aller vérifier que par rapport au nombre de trimestres qu'on me demande, j'ai bien le nombre de trimestres suffisant. Par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'à 67 ans, on a d'office droit à sa retraite à taux plein sans condition de trimestre. Ça veut dire que j'aurai droit à ce taux maximum de 50%. Mais si à 67 ans, je n'ai par exemple que 160 trimestres, eh bien la sécurité sociale va quand même venir proratiser en fonction du nombre de trimestres qui m'est demandé. Donc par exemple, si je suis né en 1966, on me demande 172 trimestres. Eh bien, si je pars à 67 ans avec 160 trimestres au lieu des 172, j'aurai bien ce taux maximum de 50% correspondant au taux plein, mais derrière, je ne percevrai que 160, 172e de ce calcul. Et c'est donc bien le calcul total de tous ces éléments-là qui va me donner le montant annuel brut de la retraite que je percevrai auprès du régime de base. Voilà. Et si jamais je fais le choix de partir alors que je ne remplis pas les conditions pour obtenir le taux plein, j'ai effectivement l'âge légal par exemple, mais je n'ai pas le nombre de trimestres, mais je veux quand même absolument partir à cette date-là, eh bien j'aurai un taux minoré, donc j'aurai un taux inférieur à ce taux de 50, j'aurai 48, 45, 40, 37,5. 37,5, c'est le taux le plus bas appliqué auprès du régime de base de sécurité sociale, qui sera appliqué là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est la formule de calcul de la retraite sécurité sociale. C'est assez dense, je vous l'accorde, mais les outils de simulation font ça très bien. Ce qu'il faut bien avoir en tête, voilà, c'est que avoir sa retraite à taux plein, ça veut dire avoir ce taux maximum de 50% appliqué à la moyenne de ces 25 meilleures années. Alors, on peut éventuellement faire le choix d'améliorer sa retraite de base avec le principe de la surcote. Alors, la surcote, ça concerne qui? Ça concerne les gens qui ont atteint l'âge légal, donc en grosso modo entre 62 et 64 ans, qui ont le nombre de trimestres nécessaires pour avoir droit à une retraite à taux plein, mais qui continuent à travailler, c'est-à-dire qu'ils poursuivent leur activité alors que dans l'absolu, elles pourraient prendre leur retraite à taux plein. Eh bien, dans ce cas de figure, chaque trimestre civil travaillé au-delà du moment où j'ai droit à ma retraite à taux plein va venir majorer ma retraite de 1,25% par trimestre civil travaillé. Voilà. Donc, ça veut dire que si je fais un an de plus, j'aurai 5% de majoration de ma retraite sécurité sociale, 10% pour des années, etc. Et on n'a aucune limite. Attention, vous voyez qu'on insiste sur la notion de trimestre civil. Pourquoi? Parce que si, par exemple, j'ai droit à ma retraite à taux plein on va dire au 1er mars, et je décide finalement, je me dis, j'aimerais bien avoir mes 5% de surcote, je vais donc décaler d'un an mon départ à la retraite. Et au lieu de prendre ma retraite le 1er mars 2026, comme je pourrais le faire, je la prends au 1er mars 2027. Eh bien, j'aurais effectivement décalé d'un an. Mais dans ce laps de temps de mars à mars, je n'aurais finalement eu que 3 trimestres civils pleins travaillés. J'aurais eu celui d'avril à juin, de juillet à septembre, d'octobre à janvier. Et ensuite, je n'aurais pas eu celui de janvier à mars, puisque je pars au 1er mars. Donc, dans ce cas de figure-là, je n'ai que 3 trimestres civils travaillés, donc je n'aurai que 3,75% de majoration. Je n'aurai pas les 5% là-dessus. Donc, il faut bien raisonner en trimestre civil. Et donc, si j'ai ma retraite à taux plein, si j'ai droit à ma retraite à taux plein, dans mon exemple au 1er mars, et que je veux avoir au moins 1,25% de surcote, il ne faut pas juste que je décale de 3 mois
et que je parte au 1er mai, il faut bien que j'aille au 1er juin, pardon, il faut bien que j'aille jusqu'au 1er juillet pour avoir le trimestre civil plein d'avril à juin qui soit pris en compte et qui déclenche la majoration. Voilà. Et oui, Fabienne Coin, la surcote démarre quand on a plus de 172 trimestres à 64 ans. C'est bien ça. Voilà, comme je vois que Virginie est en train de répondre à certaines questions, je vais l'éviter de répondre à celle-là, mais c'est bien ça. On a l'âge légal, on a le nombre de trimestres et on continue à travailler. Voilà. Alors, il existe d'autres systèmes de majoration, mais alors déjà, pour faire une petite synthèse sur les versements de la retraite sécurité sociale, donc quand on a 3 enfants ou plus, les 2 parents vont avoir leur retraite sécurité sociale majorée de 10%. Voilà. Et là, pour le coup, il n'y a pas de demande spécifique à faire auparavant, il n'y a pas d'âge particulier, etc. C'est quand on fait sa demande de retraite, on va indiquer qu'on a eu 3 enfants, on va joindre le livret de famille, et cette majoration de 10% attribuée aux 2 parents, elle sera calculée automatiquement. Les prélèvements sociaux, puisque bien évidemment, quand on parle de retraite, c'est toujours un montant brut qui est annoncé en général. Donc, sur la retraite sécurité sociale, on a 9,1% de prélèvements sociaux au titre de la CSG, de la CRDS, etc. Et enfin, en termes de paiement, la sécurité sociale paye les retraites à terme échu, et en général le 9 du mois qui suit. Donc, quand je fais ma demande de retraite à partir, par exemple, du 1er janvier, eh bien, le premier versement de la sécurité sociale, je l'aurai à partir du 9 février. Voilà. Alors, il devait normalement ne pas y avoir de revalorisation de la retraite sécurité sociale en 2026. Là aussi, dans le cas de la suspension de la réforme, ce gel de la retraite n'a pas été retenu. Donc, il devrait y avoir une revalorisation de la retraite sécurité sociale en 2026. On attend le décret, donc pour l'instant, on n'a pas le pourcentage de revalorisation qui va être calculé. Voilà. On va maintenant passer au régime complémentaire Agirc-Arrco. Alors, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus simple, puisqu'on est un régime aligné, donc sur tout ce qui va être âge légal, date de départ, etc. En fait, on va s'aligner sur la vision de la sécurité sociale, donc c'est assez simple. Et même en termes de calcul, c'est finalement quand même un peu plus accessible. Alors, juste, quelques chiffres. Vous les regarderez en détail sur l'Agirc-Arrco, les 98 milliards de prestations versées. Enfin, ça, je vous laisserai regarder en détail. Ce qui nous intéresse surtout, c'est comment on acquiert les points de retraite complémentaire. Puisque vous le savez bien sûr, au niveau de l'Agirc-Arrco, on acquiert des points. Au passage, pour ceux qui seraient concernés, des régimes complémentaires comme l'IRCANDEC, par exemple, pour les contractuels de droit public, ou l'IRSEC pour les auteurs, etc., les principes seront exactement les mêmes en termes de droit à la retraite et d'acquisition de points de retraite. Donc, il y a 3 paramètres. L'assiette de cotisation, donc le salaire brut soumis à cotisation, les taux de calcul des points, les taux appliqués au salaire brut pour l'acquisition des droits, et le coût d'achat du point. Voilà, chaque année, il y a un coût d'achat du point qui est fixé au niveau de l'Agirc et de l'Arco. Et donc, le nombre de points, il va correspondre à l'assiette de cotisation, donc au salaire brut, multiplié par le taux d'acquisition, le taux de calcul d'acquisition des points, divisé par le prix d'achat du point. Voilà. Donc, ce prix d'achat du point, comme je vous le disais, il évolue tous les ans. Vous voyez qu'en 2026, il est fixé à un peu plus de 20 €. Et donc, salaire brut fois le taux divisé par 20 nous donne le nombre de points, tout simplement. Au niveau de l'Agirc-Arrco, on vous attribue des points pour les périodes non travaillées. Donc, évidemment, principalement, les périodes de maladie, quand elles sont supérieures à 60 jours consécutifs, les périodes de chômage indemnisées par France Travail. Donc là, dans ces cas-là, on vous attribue les points gratuitement. On en a aussi dans les cas de figure où des périodes très anciennes, il n'y avait pas forcément de cotisation obligatoire. On va rétablir les droits et vous les donner. Pour les périodes de service national, quand il a excédé 12 mois, qu'on a travaillé avant-après, on peut vous donner donc des points sur la période qui excède. Et enfin, évidemment, pour des périodes pour lesquelles il y aurait eu un problème de versement de cotisation, et donc là, au vu des bulletins de salaire, on va pouvoir rétablir les points que vous n'auriez pas, mais qu'on va rétablir au vu des bulletins de salaire.
Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. Et pour le calcul de la retraite à Carco, bien c'est très simple. Ce qu'on fera, c'est que on prendra le nombre total de points que vous aurez acquis tout au long de votre vie professionnelle en tenant compte des points cotisés et des points gratuits qui auront été attribués pour les périodes qu'on vient de voir. On va multiplier ce nombre total de points par la valeur du point au moment du départ et ça nous donnera le montant annuel brut de la retraite. Donc dès lors que vous avez votre nombre de points, la valeur du point, qui donc a été fixé depuis 2024 à 1,43 €. Vous voyez qu'on a quand même un écart important entre le prix d'achat du point et la valeur des services, mais tout ça, malheureusement, sert au financement des régimes et à l'équilibre des régimes, comme je le disais en préambule. Et ben, ça nous donne directement le montant de la retraite. Donc finalement, c'est un calcul qui est assez simple à faire. Voilà. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on s'aligne. Donc, si jamais vous avez fait le choix de prendre votre retraite auprès du régime de base de sécurité sociale avec une minoration, donc vous n'avez pas le fameux taux de 50% appliqué à la moyenne des 25 meilleures années, et donc vous avez une décote auprès du régime de base, il y aura aussi une décote auprès des régimes complémentaires. Nous, on s'aligne, et donc ce qu'on regarde, c'est est-ce que vous avez bien le taux de 50% à la Sécu? C'est oui, quel que soit le motif, on vous donne l'intégralité des points. C'est non, il y aura aussi une décote, sachant que ces décotes, bien évidemment, sont toujours définitives. Une fois qu'on a fait le choix de partir avec des retraites minorées, régime de base, régime complémentaire, ces minorations seront définitives. Voilà. Alors, même principe, hein. Nous aussi, on a des majorations pour les parents de 3 enfants. Alors, on a mis 10%, mais c'est un peu compliqué parce que, comme nous, la GERCARCO est un régime qui est issu de la fusion de différents régimes. Donc, ça dépend un petit peu des années pendant lesquelles et des caisses auprès desquelles vous avez cotisé. On a une majoration quand on a encore un enfant à charge de moins de 25 ans, tant qu'il est à sa charge de 5%. Au niveau des prélèvements sociaux, vous voyez, c'est 10,1%. Donc, on a 1% de prélèvements sociaux de plus qu'auprès du régime de base, et c'est justement 1% qu'on prélève au titre de l'assurance maladie. Et en fait, nous, on paye toujours mensuellement, mais nous, on paye d'avance. Donc, on paye dans premier ou deux, enfin, le premier jour ouvré du mois. Et donc, si j'ai une retraite au 1er janvier, on va avoir le premier versement début janvier pour ces éléments-là. Voilà. Et donc, oui, le support sera transmis, tout à fait. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, hein, on s'aligne. Et donc, si le régime de base est minoré, on aura du coup une minoration définitive de la retraite complémentaire à GERCA. On arrive sur une part, là aussi, je pense, relativement importante, c'est les différents aménagements qu'on peut avoir en fin de carrière. Alors, on va commencer par un dispositif qui était un petit peu sous-utilisé jusqu'à présent, mais qui a pris une nouvelle ampleur depuis que le décret de juillet 2025 a abaissé l'âge de la retraite progressive. C'est donc ce fameux dispositif qui permet de diminuer son taux d'activité en fin de carrière et de percevoir une partie de ses droits à la retraite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la retraite progressive. Donc, je vais passer d'un temps plein à un temps partiel et je vais pouvoir cumuler à mon salaire à temps partiel une partie de mes droits à la retraite, aussi bien du régime de base que du régime complémentaire. Donc, il y a des conditions, évidemment. Hein, donc, il y en a 3 principales, sachant que la première, la condition requise, c'est qu'il faut que l'employeur, évidemment, soit d'accord pour que le salarié soit en activité à temps partiel, bien évidemment. Alors, on vous dit que si l'employeur refuse le temps partiel dans le cas d'une retraite progressive, il faut que ce refus soit motivé. Bon, en règle générale, il y a quand même assez peu d'éléments de contrôle là-dessus. Donc, voilà, il faut que l'employeur soit d'accord, bien sûr soit d'accord. Et donc, surtout, les 3 conditions à remplir pour le salarié, c'est qu'il faut qu'il ait au moins 60 ans. Donc, c'est là qu'on a eu, en juillet 25, un abaissement de l'âge légal, puisqu'auparavant, la retraite progressive pouvait se mettre en place au plus tôt 2 ans avant l'âge légal, donc à terme à 64 ans, à 62 ans. Donc là, maintenant, il a été abaissé à 60 ans. Il faut que la personne ait au moins 150 trimestres de validé, tout confondu, hein, aussi bien là pour le coup, c'est pas comme pour les carrières longues, on prend tous les trimestres, hein, les cotisés, les assimilés, les trimestres de majoration pour enfants. Voilà, il faut qu'au global, on ait 150 trimestres. Et il faut que le taux d'activité pris soit compris entre 40 et 80%
de la durée légale du temps de travail. Voilà, on ne peut pas être à 90% ou à 30%. Donc ça, ce sont les critères qui permettent de bénéficier de la retraite progressive. Donc, par exemple, un salarié qui déciderait finalement, qui remplirait les conditions, donc qui aurait 60 ans, ses 150 trimestres, l'accord de son employeur pour basculer, par exemple, à 70%, il passerait de 100% à 70%, eh bien, on viendrait du coup, pour limiter la perte de rémunération que occasionne ce passage de 100% à 70%, les régimes de retraite viendraient verser 30% des droits à la retraite qu'il a acquis au moment où il en fait la demande, avec les mêmes systèmes de calcul. C'est-à-dire que la sécurité sociale prendrait les 25 meilleures années à ce moment-là, calculerait le taux en fonction du nombre de trimestres, etc., et verserait 30% de ses droits. Et nous, pareil, à Gercarco, on prendrait le nombre de points, la valeur du point, on prendrait 30% de ses droits. Il y a des coefficients spécifiques en cas de retraite progressive pour les gens qui n'ont pas le nombre de trimestres, mais on est bien exactement sur ces éléments. Voilà. Donc ça, c'est le système de retraite progressive qui permet de limiter la perte de rémunération pour un salarié qui, en fin d'activité, souhaiterait bénéficier d'une réduction de son temps de travail. Alors, évidemment, si le taux change, il faut nous en informer parce que ça verserait le taux de versement. Et si jamais ce taux devenait inférieur à 40% ou supérieur à 80%, ça mettrait fin à la retraite progressive. Bien évidemment, quand je fais ma demande de retraite définitive, ça met fin à la retraite progressive. Et bien évidemment aussi, si je repasse à temps plein, on serait sur ces éléments-là. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui est relativement intéressant pour quelqu'un qui est en fin de carrière, aurait besoin d'un petit peu plus de temps, souhaiterait diminuer son taux d'activité sans perdre trop de rémunération. Il peut du coup faire appel à ce dispositif. Alors, autre élément qu'on rencontre dans les fins de carrière, qui est complètement différent dans son esprit, mais qui là aussi se généralise, et qui va avoir, qui lui, pour le coup, subit des modifications importantes dans le cadre de la suspension de la réforme des lois de finances, c'est le fameux cumul emploi-retraite. Alors, je vous rappelle que le cumul emploi-retraite, c'est complètement différent de la retraite progressive, puisque là, la personne prend sa retraite complète, elle cesse son activité, et ensuite, elle reprend une activité professionnelle. Voilà. Alors, on a évidemment certaines conditions dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral et dans le cadre du cumul emploi-retraite plafonné. Alors, le cumul emploi-retraite intégral, il y a des conditions qui sont communes au régime de base et au régime complémentaire. Pour bénéficier d'un cumul emploi-retraite intégral, il faut évidemment avoir son âge légal, bénéficier d'une retraite à taux plein et avoir liquidé toutes ses retraites de base et complémentaires, y compris les retraites qu'on pourrait avoir éventuellement à l'étranger. Voilà, il faut avoir tout liquidé. Et du coup, ce cumul emploi-retraite intégral, il va permettre l'acquisition de nouveaux droits à la retraite auprès du régime de base et auprès du régime complémentaire Agirc-Arrco. Alors là, par contre, attention, seul le régime complémentaire Agirc-Arrco, pour l'instant, attribue des droits aux personnes qui sont au cumul emploi-retraite intégral. Voilà. Alors, du coup, pour la perception de cette deuxième retraite, puisqu'en fait, le principe de l'acquisition des nouveaux droits dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral qui serait fait auprès de l'assurance retraite et de l'Agirc-Arrco, c'est que la première retraite, elle a été liquidée, on n'y touche plus, d'accord? Et donc, pour avoir cette deuxième retraite, il ne faut pas avoir retravaillé pour le dernier employeur avant 6 mois qui suit la date de départ à la retraite, pour le régime de base. Il faut évidemment que la retraite ait été calculée sans décote, d'accord? Et il n'y aura pas de surcote calculée sur cette deuxième retraite. Il faut qu'il y ait au moins un trimestre de validé pour que ça ouvre droit à cette deuxième retraite. Et il y a un système de plafonnement du calcul qui dit que cette deuxième retraite ne pourra de toute façon pas excéder 5% du plafond mensuel de sécurité sociale. Donc pour la Sécu, on ne pourra pas percevoir quelqu'un qui le ferait en 2025, maintenant en 2026 d'ailleurs, il faut que j'actualise ça, plus grosso modo de 190 €. Pour l'acquisition des droits retraite complémentaire à Agirc-Arrco, donc on va avoir une rétroactivité pour les personnes qui seraient déjà retraitées et qui auraient acquis des droits suite à une deuxième activité, une reprise d'activité depuis le 1er janvier 2023.
On limite par contre l'acquisition de ces nouveaux droits au plafond annuel de sécurité sociale, donc ce qui correspond à la tranche 1 de salaire pour la GIRCARCO. Et là aussi, il n'y aura pas de majoration appliquée sur cette deuxième retraite. Ça, c'est ce qui va se mettre en place dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral avant la suspension de la réforme. Sinon, on a le cas de figure du cumul emploi-retraite limité. Donc, ce cumul emploi-retraite limité, qu'est-ce qui concerne qui? Eh bien, les personnes qui seraient certes parties à la retraite à taux plein, mais avant l'âge légal, donc typiquement par exemple les carrières longues, ou les personnes qui auraient pris leur retraite à taux plein à l'âge légal, mais avec une retraite minorée, là, elles sont à ce moment-là dans le cadre du cumul emploi-retraite limité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une limite de rémunération à ne pas dépasser. Donc, du coup, pour cette limite de rémunération, au niveau du régime de base, vous voyez que ça va être un calcul qui sera fait par rapport soit à la moyenne des 3 derniers salaires, soit 1,6 fois le SMIC horaire, et que dans tous les cas de figure, il faudra avoir respecté cette carence de 6 mois avant de reprise d'activité. Voilà. Pour le régime complémentaire, les barèmes de référence sont un petit peu différents, mais on l'aura là-dessus. Mais donc, on est bien dans l'idée que quelqu'un qui a pris sa retraite à l'âge légal, à taux plein, il était jusqu'à présent dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral et il pouvait acquérir de nouveaux droits, alors que celui qui est parti à la retraite, soit au titre des carrières longues, qui n'a pas encore l'âge légal, soit qui a pris une retraite minorée, il est limité dans son cumul emploi-retraite. Alors, du coup, ça veut dire qu'on a oui, bon, la reprise d'activité, il faut en informer, ça, c'est pas très important, voilà. Donc, on a 2 cas de figure, hein. La personne a liquidé ses droits, elle reprend une activité. Ben, si elle est dans le cadre du cumul emploi-retraite limité, pas d'acquisition de droits. Si elle est dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, elle va pouvoir acquérir de nouveaux droits. Quand elle décidera, elle demandera cette deuxième liquidation. Si jamais elle retravaille après cette deuxième liquidation, bien évidemment, la nouvelle reprise d'activité, elle, n'est pas génératrice de droits. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on avait en place avant la suspension de la réforme et qui est en vigueur normalement pour tous les gens qui partiront à la retraite jusqu'à la fin de l'année. Parce que la suspension de la réforme des retraites et la loi de finances 2026, elle emporte une modification très importante des règles du cumul emploi-retraite avec 3 cas bien différents. Alors, premier cas, pour les gens qui seraient partis avant l'âge légal. On va dire grosso modo entre 60 et 64 ans en fonction de l'âge légal de son année de naissance. Et bien là, en fait, c'est simple. On serait automatiquement dans du cumul emploi-retraite limité, plafonné, et on déduirait directement des retraites le montant du salaire perçu. Donc, schématiquement, je touche 2 000 € de retraite par mois. Je reprends une activité, cette activité me génère 500 € de salaire mensuel, eh bien, on va faire 2 000 € moins 500 €, ma retraite sera abaissée à 1 500. Voilà, purement et simplement. Et cumul emploi-retraite plafonné. Donc, ça veut dire pas d'acquisition de nouveaux droits à la retraite. Ensuite, pour les personnes qui retravailleraient entre l'âge légal et l'âge du taux plein automatique, dans 67 ans, là, on aurait un seuil de tolérance de revenus. A priori, ce seuil, dans les premiers éléments qui nous sont indiqués, ce seuil serait à peu près de 7 000 € bruts par an. Ça voudrait dire que dès lors que je reste en dessous de ce seuil et que ma reprise d'activité ne me génère pas un revenu supérieur à ce seuil de 7 000 €, on me verse ma retraite normalement. Si par hasard, mon revenu issu de cette reprise d'activité dépasse ce seuil de 7 000 €, eh bien, du coup, la partie excédentaire, on déduirait 50% de cette partie excédentaire de ma retraite. Par exemple, si au lieu de toucher 7 000 € par an, j'en touche 10 000, eh bien, du coup, je dépasse de 3 000 € le seuil qui m'est autorisé, eh bien, on déduirait de ma retraite annuelle 50% du dépassement, donc 50% des 3 000, on me déduirait 1 500 €.
Et finalement, on n'a que dans le cadre de la retraite à partir de 67 ans, à partir de l'âge du taux plein automatique, qu'on aurait en fait un cumul emploi-retraite intégral avec une liberté totale de ressources et surtout l'acquisition de nouveaux droits à la retraite. Donc vous voyez que ça, c'est quand même une modification qui serait relativement impactante, en particulier dans nos secteurs où on a quand même assez régulièrement des cadres de cumul emploi-retraite. Et il s'appliquerait, puisque on est toujours obligé d'attendre le conditionnel, d'utiliser le conditionnel, puisqu'on n'a toujours pas les décrets, mais il s'appliquerait pour les gens qui bénéficient d'une retraite à compter du 1er janvier 2027. Voilà. Alors, oui, le cumul emploi-retraite s'applique de la même façon à tout le monde, hein, c'est-à-dire en fonction des différents cas de figure. Voilà. La question, c'est pour un même employeur, 6 mois avant le départ, est-ce que... Alors oui, la reprise d'activité, le délai de carence de 6 mois auprès du même employeur, il faut bien séparer les deux cas. Si je suis dans le cadre du cumul emploi-retraite limité, là pour le coup, je n'ai pas le droit de retravailler pour le même employeur avant 6 mois. Si je le fais, j'aurai une suspension totale de mes retraites, etc. Je n'ai pas le droit du tout. Dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, je n'ai pas le droit de reprendre une activité auprès d'une dernière employeur avant 6 mois si je veux acquérir des nouveaux droits auprès du régime de base de sécurité sociale. C'est-à-dire que j'ai le droit de le faire. Je peux quitter mon entreprise le 31 décembre et continuer à travailler, reprendre une activité pour elle le 2 janvier. Simplement, cette reprise d'activité, elle ne sera pas génératrice de nouveaux droits auprès du régime de base de sécurité sociale dans le cadre du cumul emploi-retraite. Multi-employeur pour le cumul emploi-retraite. Oui. Alors là, évidemment, c'est un peu plus compliqué, hein. Évidemment, on pense à nos intermittents, par exemple, puisqu'il faudrait déterminer quel est le dernier employeur officiel. Et je reconnais que c'est relativement compliqué à déterminer et que très souvent, c'est des cas où l'assurance retraite, finalement, ne fait pas réellement de contrôle. Voilà. Alors, on s'approche de la fin de ce webinaire et ça tombe bien parce qu'on est un tout petit peu en retard, mais on a quasiment fini. Qu'est-ce que le groupe Audience peut vous apporter comme service auprès des salariés? Alors, on organise ce type de réunion, donc soit en distanciel, soit en présentiel, hein. On peut venir directement dans votre structure et présenter ces différents éléments, ces règles de fonctionnement du régime de base, du régime complémentaire, c'est quoi la retraite progressive, comment on acquiert des droits, etc. Tout ça, on peut venir le faire directement auprès de vos salariés dans votre entreprise. Voilà. On va aborder évidemment les régimes de base, les régimes complémentaires, l'IRCANTEC, etc., d'autres ça, etc. Donc là, si vous pensez qu'il peut y avoir un intérêt à ce qu'on vienne vous présenter à vous et à vos salariés ce type de webinaire, ce type de présentation, parce qu'on pourrait le faire en présentiel ou en distanciel, et bien là, c'est pas compliqué. Je vous ai mis mon adresse mail. Vous me faites un petit mail et puis on revient vers vous et on voit comment on se met ça en place. Donc là, on est dans le cadre d'une réunion d'information collective où on va présenter grosso modo ce qu'on vient de voir ensemble, prenant peut-être un peu plus de temps, parce qu'ils ont moins l'habitude que vous, en général, les salariés, de tout ce qui est la notion de plafond de sécurité sociale, tranche 1, tranche 2, etc. Voilà. Bon, en moyenne 1h30 en distanciel, parce qu'après c'est trop long, 2h30 si on vient, on s'adapte en fonction de vos différents besoins. Autre chose qu'on peut mettre en place, et là aussi, pareil, vous avez toujours mon adresse mail pour revenir mettre ça en place dans vos structures, c'est ce qu'on appelle l'entretien information retraite, l'EIR. Donc là, c'est un rendez-vous individuel avec les personnes, les salariés concernés. Et donc là, on va voir une personne à chaque fois et on va pouvoir vérifier ses éléments de carrière, déterminer à quel moment il a droit à sa retraite à taux plein, quel montant de retraite il peut envisager percevoir une fois qu'il partira, rentrer dans le détail de est-ce qu'il remplit les conditions pour une retraite progressive ou pas, etc. Là, on a vraiment une analyse individuelle de la situation de chaque collaborateur. Donc, typiquement, nous, le groupe Audience, on se déplace en entreprise sur tout le territoire, hein, même si nous, on est basé uniquement en région parisienne, mais on se déplace partout, voilà, sans aucun souci. C'est une équipe dont j'ai la charge qui est dédiée à cette activité-là. Donc, on vient et on dit, par exemple, voilà, nous, on a
une petite dizaine de collaborateurs qui ont plus de 50 ans, qui se posent un peu des questions, ben, on vient, et puis soit on fait les deux, la réunion collective et après les entretiens individuels, ou alors on fait que l'un ou que l'autre, en fonction du choix. Mais ça, c'est vraiment des éléments qui sont modulables. Et donc, n'hésitez pas à m'écrire, et puis on échangera, voir comment ça se met en place. Les œillères, je vais répondre directement aux petites questions que je vois là-dessus. Les œillères, ils sont ouverts à toute personne qui a plus de 45 ans. Et les deux options, que ce soit la réunion d'information collective ou les œillères, ce sont des prestations qui sont gratuites. C'est des choses qui sont prises en charge par les fonds de gestion des groupes de retraite et entre guillemets, qu'on doit aux salariés. On peut du coup bénéficier de ce type de prestations sans aucun problème. Voilà. Vous pouvez me convaincre dans le milieu musique, quand on est multi-employeur, on prend certains employeurs, on va l'apprendre de tous. Oui, effectivement. Quand on liquide sa retraite, on cesse l'ensemble de ses activités professionnelles. On a le droit ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cadre du plan emploi-retraite, d'en reprendre en fonction de différentes situations et avec certaines conditions. Mais en général, oui, quand on liquide sa retraite tout régime. Et d'ailleurs, maintenant, quand, par exemple, on est multi-régime, si on avait quelqu'un, par exemple, qui serait, puisqu'on parle de la musique, qui serait en même temps professeur de musique dans un conservatoire et donc contractuel de droit public avec la Sécu et l'IRCANTEC, et de l'autre côté, musicien à faire, entre guillemets, des concerts occasionnels, etc., et donc qui relèverait de la hiérarchie de l'ARCO, eh bien, quand il va prendre sa retraite, même si jamais il n'a pas demandé, par exemple, sa demande de retraite auprès de l'IRCANTEC, quand il la fera, ben, les droits seront, il n'y aura pas de droit acquis après la date de retraite à taux plein. Comme de toute façon, maintenant, la demande de retraite, elle se fait en ligne et qu'elle est multi-régime, grosso modo, l'ensemble des régimes vont être informés de ces éléments. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, l'entretien individuel à partir de 45 ans, entre 30 et 45 minutes. Nous, en général, on prévoit plutôt 45 minutes. Voilà. Bon, alors, la demande de retraite, évidemment, ce n'est pas automatique. Hein, même si un salarié vous informe, vous, employeur, qu'il part à la retraite, bah, il faut bien s'assurer quand même qu'il fait sa demande, parce que ce n'est pas vous qui allez la faire pour lui, bien évidemment. Donc, cette demande, comme je disais, maintenant, elle se fait en ligne. On préconise de la faire 5 mois avant la date d'effet, hein, de façon à s'assurer qu'on aura bien le temps de traiter vraiment tout le dossier, que ce soit complet, et que du coup, l'ensemble des régimes sont informés et que les retraites vont être payées directement en temps et en heure. Voilà. Donc, la demande de retraite en ligne, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple maintenant. Hein, c'est relativement accessible depuis le site Info Retraite ou autre, et ainsi de suite. Voilà. Alors, vous avez la page des contacts avec les numéros de téléphone, etc. Ça, je vous laisserai voir le support tranquillement. Nous avons donc maintenant fini cette présentation. Je vous remercie de votre participation et de vos questions. Je vous le rappelle encore, vous aurez le support directement, hein, on vous l'enverra, puisqu'on a les adresses mail de toutes les personnes qui s'étaient inscrites. On a aussi le replay, enfin l'enregistrement de cette webconférence, donc ça aussi, on pourra vous la transmettre. Et donc, je vais quand même juste revenir sur le slide où il y a mon adresse mail, hein, donc en bas, frédéric.miratier@audience.org. Si vous souhaitez mettre en place ou une réunion collective ou des entretiens individuels pour vos salariés, eh bien, n'hésitez pas, vous m'écrivez et on verra, je vous mettrai en rapport avec les membres de mon équipe et évidemment, nous répondrons à ces demandes avec le plus grand plaisir. Merci à vous tous, bonne fin de journée. Le fil de conversation va rester encore un petit peu ouvert pour qu'on puisse répondre. Et à très bientôt, je l'espère, dans vos différentes entreprises. Bonne journée à tous, au revoir.